Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Fonder une famille est pour beaucoup une aspiration profonde qui traverse les âges et les cultures. Mais que signifie réellement désirer un enfant aujourd'hui? Entre espérance, foi et avancée médicale, Tous Frères explore les chemins intimes et spirituels de celles et ceux qui rêvent de parentalité avec le verbe désirer. Dans une homélie, le pape Léon XIV a rappelé que c'est dans les familles que se construit l'avenir des peuples. Direction la Martinique où nous suivons Audrey. Présidente d'une association, elle accompagne les familles engagées dans un parcours de PMA, procréation médicalement assistée. Dans ce parcours du combattant, l'association tisse un réseau solidaire pour que personne ne reste seul. Ne pas rester seul, c'est aussi le message d'Amandine et Sébastien. Aujourd'hui, parents comblés en Polynésie, ils partagent les difficultés qu'ils ont vécues pendant leur parcours pour avoir des enfants. Dans la chronique cette semaine, éclairage sur la vision des différentes religions sur l'aide à la procréation. Désirée, comme dans l'histoire d'Anne, la mère de Samuel. Anne, considérée comme une femme stérile, supplie Dieu en lui faisant part de son désir d'être mère, une prière du cœur que nous raconte Luciano. Désirée, comme dans l'histoire de Anne. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit tiré du premier livre de Samuel. Un jour, un homme, le voici, son nom est Elkana. Il marche avec ses deux femmes, Pénina et Anne, tous les trois, se dirigent ensemble vers le sanctuaire de Silo pour rendre un culte à Dieu. Un pèlerinage qui commence dans une ambiance électrique. En effet, Anne est très triste, car contrairement à Pénina, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et Pénina n'a de cesse de lui dire des paroles blessantes. Elle cherche à la mettre en colère contre ce Dieu qui l'a rendue stérile. Une fois arrivée sur place, au moment du repas, Anne craque. Elle ne mange rien et pleure toutes les larmes de son corps. Son désir d'enfant est si fort. Mais elle ne dit rien et attend la fin du repas. Elle se lève et se dirige vers le sanctuaire du Seigneur, non loin du prêtre Élie. Élie est interpellé. Il voit une femme devant le sanctuaire qui marmonne depuis un certain temps. Il pense qu'elle est ivre. Il va la voir pour la chasser, mais Anne lui répond « Non, mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin qui m'a fait prier aussi longtemps. » Élie lui répond « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Et elle s'en va. Quelques années plus tard, voici que l'on retrouve sur le chemin qui mène au sanctuaire de Silo, Anne. Mais elle n'est pas seule. Elle est avec son fils, Samuel, ce qui veut dire « Dieu exauce », car oui, Dieu l'a exaucé. Ainsi, au milieu de son chagrin, c'est le cœur rempli de foi qu'Anne a pu crier à Dieu ce qu'elle désirait le plus. Et le Seigneur a entendu son cri, comme il entend les nôtres encore aujourd'hui. Et bien sûr, je ne suis pas seule pour cette émission. Nous accueillons Aurélie. Bonjour Aurélie, Bonjour, et merci d'être avec nous comme chaque semaine. Alors, je vous emmène, Aurélie, du côté de la Martinique, chez moi plus précisément, à Fort-de-France et à Sainte-Luce, à la rencontre d'une association qui accompagne les couples dans leur désir de parentalité. Tout à fait, vous le disiez Muriel en début d'émission, parce que c'est un réel parcours du combattant d'avoir accès à ce désir d'enfant. On a rencontré Audrey qui a créé une association pour accompagner les futures familles qui doivent avoir recours à l'assistance médicale à la procréation. Et est-ce que beaucoup de Martiniquais sont concernés? Oui, alors en 2024, des études biologiques ont montré que plus de 7200 couples étaient infertiles en Martinique. Ils peuvent se tourner vers le seul centre d'assistance médicale à la procréation de l'île, mais encore faut-il le connaître. C'est pour cela qu'Audrey milite pour la communication, comme vous le voyez ici. Elle a même pour objectif de créer en 2025 la première journée de l'infertilité en Martinique. Que représente la procréation médicalement assistée pour les futurs parents et comment les accompagner? Reportage de Laurent Vieux-Fort et Nicolas Caclin.
Cela fait près d'1 an maintenant qu'Audrey se rend régulièrement dans les pharmacies de l'île pour distribuer les flyers de son association Rêve d'être mère. Accompagnée de Mélissa, leur objectif est d'associer les professionnels de santé à leur projet pour mieux informer la population des parcours possibles de procréation médicalement assistée. On s'est rendu compte qu'il y a quand même une méconnaissance en fait, du sujet au niveau de la population, mais aussi au niveau des professionnels de santé. Il y a des couples qui sont adressés directement à l'Hexagone, vers l'Hexagone, alors que nous avons un centre d'AMP en Martinique. Nous nous sommes rendus compte également que beaucoup de couples ou de femmes seules en fait, attendent plusieurs années avant de se diriger vers le centre par méconnaissance. Audrey a créé son association après avoir elle-même suivi un parcours compliqué. Se sentant souvent isolée, elle a décidé d'accompagner les couples et familles dans leur désir de parentalité. Nous faisons un accompagnement, surtout sur le bien-être. Donc, parce que le parcours PMA, en fait, c'est un parcours qui est très compliqué, qui est très stressant. Au sein de l'association, Mélissa est en stage dans la médiation sociale. Parler d'infertilité est un sujet encore tabou. Déculpabiliser les couples demande du temps et surtout de l'écoute. Ce qui revient beaucoup, c'est qu'on peut avoir des proches qui ont des paroles extrêmement blessantes et difficiles à accepter lorsqu'on est dans ce parcours parce qu'on n'en parle pas. On le garde comme si c'était un secret. Parce qu'on ne veut pas entendre certains types de paroles. Si bon Dieu, baba au lit, il ne faut pas aller chercher. Il y a aussi à ton âge, pourquoi tu n'as pas? Qu'est-ce que tu attends? Alors qu'on sait qu'on est dans un parcours où il y a des dissonances. Vous allez bien? Ça va. Donc j'ai de nouveaux flyers. Cette pharmacienne confirme qu'en tant que professionnelle de santé, ils ont un rôle à jouer et apportent volontiers leur aide. En tant que pharmacien, on a un rôle central dans le parcours PMA pour expliquer les traitements ou les protocoles qui peuvent être très complexes. Les couples peuvent être perdus très rapidement, pour proposer des compléments alimentaires qui sont adaptés et pour une approche globale du couple, même sur le plan nutritionnel et surtout pour l'écoute. Nous retrouvons Audrey sur une plage de la commune de Saint-Clus. Son engagement pour aider les couples dans leur parcours de PMA s'explique par son propre parcours. Un parcours long et difficile. Après 7 années de tentatives, grâce à la PMA, Audrey et son conjoint ont leur premier enfant. Quant au deuxième, elle connaît 4 échecs. Et là, je sombre en dépression. Et là, c'est le trou noir. Même si je suis déjà maman, mais je me sens plus à ma place. Je me sens plus femme, je ne me sens plus mère, je ne me sens plus à ma place. Je trouve que cette vie n'a pas de sens et je ne comprends pas en fait pourquoi je n'y arrive pas. Je me sens incompétente, je trouve cela injuste et je suis en colère. La sophrologie et la neurorelaxation sont les 2 thérapies qui ont permis à Audrey de reprendre le dessus, de se sentir mieux. Et là, je suis, on va dire, je n'aime pas ce terme, mais tombée enceinte naturellement. Et donc j'ai eu une 2e grossesse. Une autre petite fille vient ainsi agrandir la famille. Pour Audrey, c'est le déclic. Rêve d'être mère va donc proposer au couple un espace pour lâcher prise, souffler, pour oublier le temps d'une journée ou d'un week-end, le long parcours de la PMA. Ce soir, Audrey se rend à un atelier de sexologie animé par Marielle, sage-femme. Pouvoir entendre de la bouche d'autres personnes la même souffrance, ça fait du bien. Ça permet de déculpabiliser, ça permet de comprendre que justement, je ne vis pas cette chose toute seule. Et le fait de réaliser que je ne suis pas seule, c'est un véritable secours et une aide. Et puis surtout, entendre que cette souffrance est réelle. Des témoignages, des discours rassurants, la parole est libérée. Après 2 heures d'échange, les participants repartent avec un grand soulagement. Cette atmosphère intimiste permet d'entendre leurs témoignages anonymes. Cet atelier nous permet de nous exprimer, de nous sentir à l'aise, de confronter nos peurs, je dirais aussi par rapport aux autres. Ça fait du bien et ça fait du bien d'avoir une parole décomplexée, une parole libre surtout, où on peut vraiment exprimer à la fois nos craintes, nos angoisses, ce qu'on vit, nos émotions, parce qu'on est parcouru par beaucoup d'émotions aussi dans ces parcours-là. Les parcours d'aide à la procréation médicalement assistée sont des périodes difficiles. Audrey et son association encouragent la mise en commun et le bien-être pour espérer que le désir
deviennent réalité. Et restons toujours en Martinique, du côté de Fort-de-France, à la rencontre de notre invité, le père Sostène Godjo. Vous êtes prêtre et psychologue clinicien. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, très directement, quelle est la position de l'Église sur la PMA, la procréation médicalement assistée? Alors, selon le catéchisme de l'Église catholique, le désir d'enfant est légitime. Hein. Voilà, et le Seigneur écoute la souffrance de toutes ces personnes qui désirent avoir un enfant et les accompagne. Mais l'enfant n'est pas considéré comme un dû, voilà, qu'il faut avoir nécessairement. L'enfant a, lui, voilà, des droits et on devra respecter sa dignité. Alors, l'Église, dans différents documents, Donum Vitae en 87 comme dans Dignitas Personae en 2008, précise ceci, que toute procréation doit respecter l'unité du couple marié, qui est uni une seule chair, la dignité de l'enfant, et il ne faudrait pas dissocier les deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. C'est-à-dire que ce désir légitime ne devra pas amener à la désespérance au point de tomber dans des manipulations génétiques des embryons ou d'instrumentaliser l'avènement de l'enfant. Mais toute technique qui peut favoriser la fertilité, donc restaurer la fertilité naturelle des époux et encourager, comme l'insémination homologue, si elle respecte l'acte conjugal, s'il n'y a pas l'intrusion d'un tiers dedans. Avez-vous déjà accompagné des couples justement qui étaient en souffrance parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants? Oui, en tant que prêtre, déjà un certain nombre de couples, et en tant que thérapeute de couple et thérapeute familial, oui, j'en accompagne. Qui, avant d'y aller, donc de commencer le suivi à la procréation médicalement assistée, viennent demander si c'est conforme hein, à leur foi et à leurs valeurs. Et donc, en Église, nous ramenons la personne à sa vocation. Donc, vocation déjà d'être mère. Nous travaillons ensemble ce désir. Est-ce que c'est le désir de l'enfant qui est en question ou c'est ce vœu aussi de maternité et si ça correspond à la vocation de la personne. Et il y a des miracles qui se font. Il y a parfois certains couples qui traversent des souffrances liées peut-être à un avortement très mal vécu, non réconcilié, où le corps est un peu enfermé dans une ambiance mortifère. Et une bonne confession, un accompagnement spirituel provoque une libération du corps et de l'un et de l'autre. Et l'enfant peut arriver où on accompagne la personne dans la volonté de Dieu à pouvoir accueillir ce que Dieu veut, pas forcer le destin comme on le dit, mais que Dieu qui entend le cri de tous ceux qui élèvent leur voix. Et nous leur faisons comprendre que la stérilité n'est pas une malédiction. Et est-ce que l'Église avance sur ces questions de l'accompagnement de ces couples-là? Si vous me le permettez, par rapport à ma pratique thérapeutique, nous voyons souvent que le premier désir qui amène certains couples n'est pas nécessairement celui de l'enfant en lui-même, mais c'est un désir d'accomplissement. Socialement, il y a des normes qu'il faut respecter pour être épanoui. Et donc, quand l'enfant n'arrive pas, cela peut dégrader socialement. Alors, le travail psychologique consiste à légitimer la demande de la personne et à creuser avec la personne le vrai besoin qui est derrière ce désir d'enfant. Et ça empêche les personnes de rentrer dans des formes de culpabilisation, donc de pouvoir revenir à un vœu qui corresponde vraiment à ce qui est bien pour eux. Et cela libère beaucoup de choses. L'Église, quant à elle, est présente au cœur des couples pour aborder avec les sacrements, voilà, tout ce que nous avons comme accompagnement spirituel pour que ces couples ne se sentent pas seuls dans ce besoin, mais puissent trouver d'autres formes d'engendrer. Et souvent, d'ailleurs, il y en a qui vont à l'adoption et aussitôt le processus validé, ils tombent enceintes. Ou d'autres qui choisissent des ministères particuliers ou des vocations particulières, des services particuliers dans la société ou dans l'Église. Et une fois qu'ils sont reconnus et valorisés, et là, on voit que quelque chose se libère ou pas, mais ils sont épanouis et ils sont heureux.
Cela empêche de tomber dans beaucoup de pratiques que l'Église déconseille vivement, faire des dons de gamètes et autres. Là, cela est écarté parce que ça vient briser l'unité du couple. Et puis aussi, tout ce qui va concerner la gestation pour autrui également. Merci, Père Sosten Gojo. En une phrase, est-ce que vous auriez un conseil ou une parole pour ces personnes qui n'ont pas d'enfants et qui en désirent un? Comme nous le lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Et dans la Bible, nous avons des exemples, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il y a plein d'exemples. Rien n'est impossible à Dieu. Et il faut se confier à Dieu dans son désir, dans sa demande. Il a dit, demandez, on vous donnera. Et l'espérance ne déçoit jamais. Merci beaucoup. Parfois, ne pas porter d'enfant permet de porter beaucoup d'autres choses et de se sentir épanoui et accompli. Merci beaucoup, Père Sosten Gojo. Je rappelle que vous êtes prêtre et psychologue clinicien. Prenons maintenant la direction de la Polynésie et plus précisément à Punaoya, à la rencontre d'un couple heureux. Oui, regardez ce couple, Muriel. Alors, on a rencontré Amandine et Sébastien. Ça fait 13 ans qu'ils sont ensemble et ils forment une belle famille avec leurs 2 enfants. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Eux aussi sont passés par ce parcours du combattant. Ils ont eu recours à une FIV. Oui, la FIV qui est donc la fécondation in vitro. C'est ça. Vous voulez savoir ce que c'est? Je suis sûre. Tout à fait. Dites-moi. Alors, l'idée, c'est de reproduire en laboratoire ce qui se passe naturellement, de la fécondation aux premières étapes du développement d'un embryon qui sera ensuite implanté dans l'utérus de la mère. Alors, en Polynésie, ce n'est pas possible de faire de FIV. Donc, la plupart des couples polynésiens se tournent vers la Nouvelle-Zélande, à 4000 km de là. Amandine et Sébastien, eux, ils sont d'abord allés en France, puis ils sont allés aux États-Unis. Comment bien vivre le combat pour avoir un enfant? Quel chemin ce désir nous force-t-il à parcourir? Reportage d'Yvon Le Gall. Alors avec Sébastien, on s'est rencontrés il y a 13 ans. Je suis professeure de violon et Sébastien professeur d'art. Il a pris des cours avec moi quelque temps, on a sympathisé et après, plus. Alors notre désir d'enfant n'est pas venu forcément dès le début. Au début, on s'est laissé un peu vivre, on a vécu notre vie, voyagé et puis ensuite on s'est dit pourquoi pas et les choses ne venaient pas. Donc notre médecin nous a dit qu'on n'avait pas, on n'avait pas de problème particulier, que rien n'empêchait une ovulation, mais les choses venaient quand même pas. Bon, on se pose des questions, on se dit notre corps il marche pas normalement, mais on arrive quand même assez vite à se dire on a envie de quelque chose, on a envie de cet enfant, donc on va faire tout ce qu'on peut pour y arriver. On a parlé de PMA à peu près 4 ans après notre rencontre et notre gynéco nous avait conseillé la Nouvelle-Zélande. Finalement, on s'est dit qu'on partirait plutôt en France. On est resté en France un peu plus de 2 mois. Donc on a commencé tout le process, donc les injections, ensuite suivi de la ponction. Et puis après, il a fallu attendre un petit peu pour le transfert. Alors les soins sont assez contraignants. C'est plusieurs piqûres par jour. Après, heureusement, en France, comme ici, les médicaments sont pris en charge, même si nous, il a fallu qu'on avance les frais pour les médicaments pour ensuite se faire rembourser à Tahiti. Et là, donc, première fausse couche. L'implantation n'a pas pris, en fait, tout simplement. Sur une période de 2 mois, on a fait 2 tentatives et les 2 ont été un échec. On est triste, on n'est pas bien, on vient juste de rentrer, on était plein d'espoir parce qu'on s'est dit, ça n'a pas marché la première fois, mais ça marche la deuxième fois, et pas du tout. Mais finalement, assez rapidement, on rebondit, on se dit, de suite, on prend les billets d'avion pour la France pour décembre. Donc, on refait un transfert, et qui ne fonctionne toujours pas. Le désir d'enfant était toujours là, mais on se demande aussi si ça vaut le coup quand même de forcer la nature. Donc après 4 échecs en France, on est parti aux États-Unis et le protocole étant différent, le transfert a été fait de l'embryon et on a fait le test de grossesse et c'était bon, c'était parti. C'était le tout début, donc on était très précautionneux, mais ça avait pris.
En fait, on savait déjà quel sexe c'était. Parce que justement, avec l'analyse génétique qu'ils font aux États-Unis, donc on savait que c'était un petit garçon. Et on l'appelait Manatea. Manatea, c'est la force pure. Quand on a notre fils dans les bras, on se dit forcément que c'est pas le parcours qui était important, c'est le résultat. Notre fils, c'est notre petit miracle. On était très heureux tous les trois. On avait trouvé notre équilibre à trois avec Manatea. Et un jour, j'ai plus mes règles. J'ai fait un test de grossesse et le test est positif. Là, on se dit, mais c'est incroyable. Je suis en train de vivre une grossesse normale, avec la découverte, avec les nausées. Et en plus, c'est une petite fille. Hinetea est arrivée 3 ans après Manatea. Hinetea signifie petite fille pure. Alors, notre famille est une famille voyageuse. On est toujours en mouvement, toujours à droite à gauche et ils sont toujours avec nous. Alors, on accepte de témoigner aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de tabou. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Je pense que le plus important quand on est dans un parcours PMA, c'est de toujours prendre les difficultés à deux et de ne pas les vivre seul. Si le couple vit les difficultés ensemble, ça marche. Plus tard, on expliquera à Manatea tout notre parcours pour l'avoir, même s'il sait déjà un petit peu qu'il a été très attendu et qu'on a fait beaucoup de choses pour l'avoir. Et dans la chronique cette semaine, Aurélie, éclairage sur la vision des différentes religions sur l'aide à la procréation. Exactement. Alors, on va commencer par l'islam. La procréation médicalement assistée est largement acceptée. Il n'existe pas de problème éthique ou religieux à y avoir recours, avec une condition. Regardez, c'est la première, celle de respecter le lien de la religion à la famille et au mariage. Et ça a des incidences sur tout, en fait. Alors, comme chez les chrétiens, il y a une véritable question posée sur le traitement des embryons, car on touche au caractère sacré de la vie potentielle. On ne doit donc pas les détruire, il vaut mieux les conserver. Donc, la congélation, c'est autorisé pour une utilisation future par le couple. Enfin, l'insémination artificielle est acceptée, mais seulement si les gamètes proviennent des deux parents qui sont mariés. Donc, pas de donneur. Si l'insémination engage un donneur, en fait, elle peut être considérée comme comparable à l'adultère et va rompre le caractère sacré de l'union du mariage. C'est donc interdit. D'accord. Et maintenant, dans l'hindouisme. Alors, dans l'hindouisme, regardez. Hop. Pas d'interdiction. En revanche, il faut que la procédure respecte l'ensemble des normes et des lois de l'hindouisme. D'abord, il faut respecter le principe de la non-violence. Donc, la destruction des embryons, ça peut être vu comme contraire à ce principe. Donc, pas de destruction des embryons. Ensuite, on peut avoir recours à une mère porteuse si ça a lieu dans le cadre d'un arrangement altruiste et non commercial, car ce serait contraire au principe de l'intégrité morale, au don sincère sans attente de retour. Et enfin, on peut avoir recours à la PMA, mais seulement si l'intention est motivée par le dharma familial. Regardez, elle se regarde dans le miroir, celle-ci. Eh bien non, il ne faut pas. Voilà. D'accord. Ça ne doit pas être motivé par le désir égoïste, ni l'attachement excessif, ni l'orgueil. D'accord, Ouais. très bien. Et maintenant, chez les bouddhistes. Alors, chez les bouddhistes, regardez, comme pour les hindous, les bouddhistes doivent d'abord réfléchir à leur intention. Le désir d'enfant doit être basé sur l'amour, la compassion, la volonté d'élever un enfant de manière éthique, conforme au dharma, donc à l'enseignement du Bouddha. À partir de là, on peut avoir recours à la PMA. Pas de problème pour avoir un donneur, vous voyez. De toute façon, il est préférable de même donner ces embryons une fois qu'ils sont fécondés, parce qu'il ne faut pas, en fait, ou de tous les implanter, il ne faut pas les détruire, encore une fois, pas de violence, selon le principe de non-nuisance. Et enfin, le recours à la mère porteuse, c'est possible si la démarche est altruiste et non commerciale, comme chez les hindous, parce que toute personne impliquée doit agir par compassion. Voilà, en résumé, la plupart des religions reconnaissent aux parents le droit d'être accompagnés dans leur désir d'enfant. Si cet accompagnement est encouragé, il doit cependant être organisé de manière à respecter les grands principes de chacune de ces religions, avec un principe qui réunit tout le monde, l'amour dont il faudra entourer l'enfant à venir.
Merci Aurélie. Et pour aller plus loin, sur le site internet d'Outre-mer, la première, témoignage du combat d'une femme pour avoir un enfant. Emmanuela est guyanaise. Elle a pu avoir 2 enfants avec l'aide de la procréation médicalement assistée. Un défi en Guyane, tout comme à Mayotte, car ces territoires français sont dépourvus de centres dédiés à ce type de prise en charge. Et vous allez pouvoir retrouver cette superbe émission sur notre site internet avec des contenus sélectionnés par la rédaction. On vous attend sur les réseaux sociaux de Tous Frères. C'est vrai que dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes justement qui ont eu du mal à avoir des enfants tout de suite. Il y a une amie par exemple qui a attendu 10 ans et c'est là que je vois vraiment l'importance de l'accompagnement parce que forcément ces signes de souffrance, de doute, elles se sentent souvent seules et c'est vrai que on était plusieurs groupes d'amis à être autour de cette personne-là. Et puis il y a aussi une collègue qui n'a pas pu avoir d'enfant et qui finalement a choisi d'adopter. Elle est très heureuse avec sa fille, même si on ne va pas se mentir. Belle aventure aussi. Oui, et même si on ne va pas se mentir, le chemin pour être parent, c'est pas un long chemin, c'est pas un long fleuve tranquille. Oui, c'est sûr. Moi, je suis un peu, je suis entre 2 générations. Une génération, celle de mes parents, pour qui l'enfant c'est le Graal, c'est l'accomplissement d'une vie tout entière. Et puis une génération plus de mon âge où en fait on se demande si c'est pas trop égoïste d'avoir des enfants dans le monde dans lequel on vit, qui est difficile. Alors moi, je me suis un peu émancipée des 2. Je ne suis pas de celle de mes parents, mais je ne suis pas non plus de ceux de ma génération qui disent ça, parce que j'ai l'impression que si on ne fait pas d'enfants, finalement, on ne va pas mettre au monde ceux qui vont sauver le monde d'aujourd'hui. Donc, donc c'est pas les drôle super-héros de demain. Voilà, c'est ça. Car Moi, c'est ça que je veux. Mais oui, c'est puis créer les super-héros. Peut-être que nous aussi, nous sommes des super-héros à notre échelle, évidemment. Et vous, quel super-héros du quotidien êtes-vous? Belle semaine à vous et à bientôt.